ça ici. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Il est 11 heures, donc on va commencer. Si jamais il y a des gens qui se joignent à nous là, en cours de route, il n'y aura pas de problème. Donc, ça nous fait plaisir d'être ici avec vous dans le cadre de la semaine là, sur les troubles alimentaires. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Anne-Sophie Ouellette, je suis psychologue au CEPIA, donc le Centre d'expertise poids, image et alimentation. Et je suis ici avec Alicia Jobin, qui est étudiante au doctorat en psychologie et qui est stagiaire ici là, en psychologie avec nous aujourd'hui. Donc, on vous parle aujourd'hui de la période post-chirurgie bariatrique sous tous ses revers. Donc, bien rapidement, oh, je suis pas capable de changer ma diapo. Ah, voilà. Bien Mhm. rapidement, ce qu'on va aborder aujourd'hui Non, mais ensemble, c'est, ça me dérange pas, mais peut-être pas trop fort pour que j'entende. Je sais pas. je vais couper le son, je vais vous demander si vous n'avez pas déjà coupé votre son, de le faire juste pour être sûr qu'on ne soit pas interrompu. Parfait. Pas que c'est très grave, là, il va y avoir une période de questions, c'est juste qu'on a quand même beaucoup de choses à vous dire, donc on va essayer là, de plonger directement dans le vif du sujet. Donc, on vous parle tout d'abord de la chirurgie bariatrique, simplement pour se mettre tout le monde au même diapason, pour donner certaines informations qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux par après la période post-chirurgie et tout ce qui est troubles alimentaires. On va ensuite vous parler de la chirurgie bariatrique et du poids, encore une fois, pour donner un background. Et ensuite, on arrive dans tout ce qui est troubles des conduites alimentaires, donc TCA. On vous parle un petit peu du prix, mais on va vous parler aussi surtout du post-chirurgie et tout ce qui est intervention en contexte bariatrique. Donc, une brève section simplement pour donner une petite idée, pister autant les gens qui sont en attente d'une chirurgie ou qui ont eu une chirurgie, autant que les professionnels de la santé, si jamais il y en a parmi nous. Et ensuite, on va passer là, à une période de questions. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à Alicia qui va commencer là, la première et la deuxième section avec vous. Donc, peut-être avant de vous parler le plus spécifiquement de la chirurgie bariatrique, vous donner quelques statistiques. Donc, depuis la dernière décennie, quoique le... Oh, Anne-Sophie, peux-tu changer la diapo, s'il te C'est plaît? moi? Oui, pas de problème. Merci. Donc, depuis la dernière décennie, le taux d'obésité au Canada était relativement stable, quoique l'obésité sévère augmentait là, plus rapidement que les autres formes d'obésité. Donc, depuis la pandémie, on observe là, toutefois un taux d'obésité au Canada qui a augmenté. Donc, par exemple, au Québec, on observe un taux d'obésité qui est passé de 23,9% à 28,6% entre les années 2015 et 2022. Donc, à ce jour, la chirurgie bariatrique est le seul traitement reconnu contre l'obésité sévère qui est reconnu pour ses résultats répandus au long cours. Donc, au-delà de la perte de poids, son objectif premier est de remédier aux comorbidités qui sont associées à l'obésité, comme le diabète ou l'hypertension. Bien que la chirurgie soit le traitement le plus répandu, il est important de reconnaître que la pharmacologie prend de plus en plus de place dans le traitement d'obésité, donc la médication étant parfois prescrite seule ou en combinaison avec la chirurgie. Donc, tout comme les taux d'obésité sont en augmentation, le nombre de chirurgies bariatriques réalisées par année est aussi en augmentation. Donc, il y a plusieurs raisons derrière ça, telles qu'une meilleure couverture par les assurances, le fait que les hôpitaux et les cliniques offrent de plus en plus d'interventions et les avancées médicales. Par exemple, on parle de l'efficacité des méthodes qui sont utilisées. Pour ce qui est des critères d'admissibilité de la chirurgie bariatrique, d'abord avoir un IMC de 40 ou de 35 en plus de problèmes de santé liés à l'obésité. Ensuite, on parle d'avoir passé les tests préopératoires, d'être mentalement et psychologiquement prêt à recevoir la chirurgie. Donc, j'attire votre attention plus particulièrement sur ce critère-là qui est plus en lien avec ce que nous, on fait ici au CPIA, donc ce sur quoi on travaille avec les clients. En ce sens, où ce qu'on observe, c'est que les personnes qui présentent un trouble alimentaire ou une relation troublée avec la nourriture avant la chirurgie bariatrique ne sont pas mentalement ni psychologiquement prêts à recevoir ce type d'intervention-là. Pour ce qui est des autres critères d'admissibilité, on parle d'avoir un réseau social et de support satisfaisant et être engagé à respecter les recommandations et les lignes directrices pré- et post-opératoires. Donc, ces critères d'admissibilité-là sont en constante évolution. Donc, dans les dernières années, ils ont été revus pour être élargis. Donc, par exemple, en ce qui concerne l'âge d'admissibilité ou l'IMC.
Les centres qui offrent la chirurgie là, s'adaptent progressivement à ces changements-là dans les critères d'admissibilité, mais il faut tout de même considérer qu'on est dans un contexte où la demande pour la chirurgie bariatrique dépasse là, leur capacité réelle à offrir l'intervention. Donc, il existe deux types différents de chirurgie. Donc, on parle des chirurgies de restriction et des chirurgies combinées. Donc, pour les chirurgies de restriction, on parle de gastrectomie pariétale, donc qui est aussi communément appelée la sleeve. Alors, c'est une chirurgie qui implique là, de retirer une partie de l'estomac pour réduire la quantité d'aliments qui peut être consommé, donc d'où son nom, chirurgie de restriction. Pour ce qui est des chirurgies combinées, on combine à la fois le principe de restriction à un principe de malabsorption. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une partie de l'intestin qui est dérivée, qui est redirigée afin de diminuer là, l'absorption des nutriments par l'intestin. Ce sera pas long, je m'excuse, j'arrive comme plus à voir le Zoom, je vous vois plus. Ah, Je vais juste essayer de voir qu'est-ce que je suis capable de faire avec le Zoom en même temps. C'est comme si j'avais accès à un ou l'autre. Je suis vraiment désolée, là. Ça va être comme ça. J'arrive pas à te voir quand tu parles, c'est pour ça que je suis vraiment désolée. Allons-y, j'ai pas de solution, fait qu'on va rester comme ça. OK, parfait. Donc, tu peux changer la diapo. Oui, je m'excuse. Merci. Donc, de façon générale, la chirurgie bariatrique mène à une perte de poids par différents phénomènes. Donc, par exemple, le phénomène de restriction dont je viens de vous parler, donc le fait qu'on restreint les quantités possibles de nourriture à ingérer par un changement dans l'estomac, par le principe aussi de malabsorption des nutriments, donc avec les changements qui ont lieu dans les intestins. On parle aussi de changements au niveau de certaines hormones, donc par exemple des changements qui vont réduire l'appétit, qui vont entraîner le sentiment de rassasiement. Puis enfin, là, il y a de plus en plus de littérature sur les changements qu'on retrouve au niveau des bactéries dans les intestins, donc le microbiome, qui serait changé en post-chirurgie. En ce qui concerne les résultats, la chirurgie bariatrique entraînerait une diminution de 60% du poids en excès. Donc, il est toutefois important là, de considérer qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir jouer sur les résultats en post-chirurgie. Donc, on va parler de l'IMC de départ des participants, on va parler du type de chirurgie qu'ils vont recevoir et de l'adhérence aux recommandations et aux lignes directrices post-opératoires. Donc, encore une fois, ici, j'attire votre attention sur le dernier point parce que la présence d'un trouble alimentaire ou d'une relation troublée avec la nourriture avant la chirurgie aura certainement un impact sur l'adhésion aux recommandations en post-chirurgie. Ben, dans cette idée-là où les comportements alimentaires problématiques ou la relation troublée à la nourriture sont susceptibles de refaire surface, ce qui risque d'influencer là, la trajectoire de perte de poids et d'impacter les résultats de la chirurgie. Au niveau de l'alimentation après la chirurgie, euh, on parle après une période de rétablissement là, de quelques semaines que l'alimentation de la personne opérée redevient normale. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il devrait y avoir aucune restriction, il n'y a pas d'aliments qui sont interdits. On aimerait que la personne retrouve une structure alimentaire selon ses besoins physiques. Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'une personne pourrait manger, par exemple, 3 repas, 3 collations. Une autre personne pourrait manger 6 petits repas ou une autre personne, 3 repas, 2 collations. Donc, il n'y a pas de règle quant à la quantité ou à la nature des repas. Bref, on aimerait que la personne vise une alimentation qui est la plus intuitive possible. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est de faire confiance à son corps pour orienter ses choix alimentaires, de respecter ses signaux de faim, de satiété, de manger des aliments dont la personne a envie de manger et qui répondent à ses besoins physiques et énergétiques. Donc, parlons maintenant Mhm. de la chirurgie bariatrique. Écoutez un webinaire. Est-ce que c'est possible de fermer votre micro, s'il vous plaît? Allez voir ce que je suis capable de faire. Parfait. Je pense qu'on est correct. Merci. Donc, parlons maintenant de la chirurgie bariatrique et du poids. Donc, en ce qui concerne l'évolution du poids en post-chirurgie, il existe plusieurs trajectoires possibles. Donc, c'est important de savoir que chaque personne perd du poids à un rythme qui est différent. Il est aussi normal de remarquer la présence de plateaux pendant la perte de poids. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'une personne en post-chirurgie pourrait remarquer une diminution de son poids, puis ensuite atteindre un plateau où son poids est comme stagné, où il descend plus, avant de recommencer à descendre. Donc, c'est important de normaliser le fait qu'il peut y avoir plusieurs plateaux comme ça jusqu'à temps que la personne atteigne son poids post-chirurgie.
Donc, il est aussi important là, de normaliser le fait que la personne opérée peut remarquer un effet rebond, donc une légère reprise de poids lorsqu'elle aura atteint son poids post-chirurgie. On parle d'environ 10 à 20 livres. Donc, le fait de parler de cette trajectoire de poids-là, des plateaux, des rebonds, ben, c'est très important d'abord pour que les personnes qui subissent la chirurgie bariatrique, ben, soient en mesure de savoir qu'est-ce qui les attend pour la suite des choses, mais tout particulièrement en contexte de troubles alimentaires, parce que pour une personne qui présente de l'hyperphagie ou de l'anorexie, ben, le fait de constater un plateau ou un effet rebond, ça peut être des déclencheurs qui pourraient ramener la personne vers ses anciennes habitudes alimentaires ou développer d'autres problématiques alimentaires par la suite. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Finalement, c'est quand même important de souligner le fait que même si la majorité des personnes en post-chirurgie vont pas atteindre le poids santé, comme on dit, après la chirurgie, ben, la perte de poids va généralement être suffisante là, pour améliorer l'état de santé général. Parlons maintenant de la reprise du poids qui est relativement fréquente après la chirurgie bariatrique. Donc, dans la littérature, les statistiques pointent toutes dans la même direction, soit une augmentation du poids dans les années suivant la chirurgie. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent contribuer à cette reprise de poids-là. Donc, j'attire votre attention peut-être sur trois mécanismes plus psychosociaux là, qui nous concernent un petit peu plus. Donc, la déviation des recommandations nutritionnelles, donc je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Les mécanismes psychiatriques, donc par là, on entend l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires. Et enfin, les mécanismes alimentaires. Donc, par exemple, l'alimentation émotionnelle qui consiste à utiliser la nourriture pour aider à gérer ou à apaiser les émotions qui sont ressenties. Donc, ce sont des mécanismes qui peuvent contribuer là, à la reprise de poids après la chirurgie. Pour ce qui est de l'image corporelle et de l'estime de soi, c'est important de souligner le fait que la chirurgie bariatrique elle va amener des changements qui sont majoritairement positifs, tant sur le plan de la santé physique, que de la santé mentale, que de l'image corporelle. Cependant, il y a certains changements après la chirurgie qui sont importants à considérer puis qui peuvent faire émerger des nouvelles préoccupations ou des nouvelles insatisfactions corporelles. Un exemple de ça, c'est la présence de chair molle après la chirurgie. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ça suscite fréquemment de l'insatisfaction corporelle et un désir fréquent là, d'avoir recours à une chirurgie esthétique pour corriger les changements qu'ils ont eu au corps. Donc, on arriverait dans la section là, plus chirurgie bariatrique et troubles alimentaires. Donc, vous allez voir qu'on va vous parler de différents troubles alimentaires, autant en pré qu'en post. Donc, si on se lance dans notre section, les TCA durant la période pré-chirurgie. Donc, les candidats à la chirurgie bariatrique démontrent plus de comportements alimentaires problématiques, par exemple alimentation émotionnelle, craving, des choses comme ça, et vont aussi être reconnus pour souffrir davantage de TCA. Ça, c'est quand on compare à la population générale ou à une population qui présente de l'obésité, mais peut-être moins sévère que ceux qui seraient éligibles à la chirurgie bariatrique. Pour ce qui est des TCA durant la période post-chirurgie, donc le message qu'on veut vous lancer ici, c'est qu'il y a peu d'attention qui ont quand même été données au TCA en post-chirurgie parce que de façon générale, le poids est la mesure la plus répandue pour mesurer le degré de succès de l'intervention. Et ici, il faut comprendre que la chirurgie bariatrique demeure une chirurgie, donc performée par des médecins et des chirurgiens. Donc nécessairement pour eux, le poids devient un indicateur non seulement facile à calculer, mais en plus vraiment plus au niveau des statistiques pour savoir si la personne a perdu ce qu'elle aurait dû perdre pour la chirurgie bariatrique. La rémission aussi de l'hypertension, du diabète, des comorbidités est aussi utilisée comme un degré de succès de l'intervention. Le fait est qu'il manque de littérature par rapport à l'évolution des TCA durant de la période pré-chirurgie jusqu'à la période post-chirurgie. Et ça, c'est en majorité pour deux raisons. Donc, l'absence d'une gold standard méthode pour les évaluer, ça veut dire que euh, toute la littérature, toutes les gens qui s'intéressent à ces phénomènes-là n'utilisent pas nécessairement les mêmes mesures pour évaluer, ce qui fait qu'il y a une grande hétérogénéité dans la littérature. L'autre chose aussi, c'est que les temps d'études sont très variables dans la période post-chirurgie. Donc, c'est pas comme si tout le monde utilisait le même outil, prenait les gens avant et tel temps après la chirurgie jusqu'à tant de temps après la chirurgie. Encore une fois, une grande hétérogénéité, ce qui fait que c'est difficile de tirer des conclusions euh, euh, qui sont vraiment soit stables ou sur lesquelles on peut compter.
Il n'existe pas non plus pour le moment de distinction entre l'évaluation des TCA dans la population générale et dans la population bariatrique. Il s'avère toutefois primordial de faire la différence entre un trouble et les différents effets de la chirurgie, par exemple les effets restrictifs et l'adhérence aux recommandations post-chirurgicales. On en parlait un petit peu tantôt. C'est comme s'il n'y a pas encore d'instruments qui sont assez sensibles pour saisir ces nuances-là dans une population post-chirurgie bariatrique. Donc, la présence de TCA est très difficile à évaluer. Le développement d'un TCA durant la période post-chirurgie semble constituer une relation vraiment difficile à étudier. Pourtant, la possibilité d'une telle relation est bel et bien reconnue. Et là, je veux attirer votre attention aux présentations qui vont être atypiques ou sous-cliniques. Encore une fois, on va en reparler. Mais on est vraiment dans cette idée de c'est dur à étudier, on sait que c'est là, on n'a pas beaucoup de données, mais nous, en clinique, en tout cas ici au CEPIA, euh, on en voit beaucoup. On est capable de témoigner de cette relation et de cette présence de TCA en post-chirurgie. Donc, je commence par vous parler des accès hyperphagiques. Et si jamais il y en a là, parmi nous qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'est un trouble des accès hyperphagiques, on vous donne une petite définition. Si vous voulez, on pourra en reparler davantage dans la période de questions, si jamais c'est pas très clair pour vous qu'est-ce qu'un trouble des accès hyperphagiques. Si ce l'est, ben, alors la petite définition sera juste peut-être un rappel. Donc, on parle d'épisodes qui sont circonscrits dans le temps. Donc, des crises de boulimie qu'on va dire objectives, qui vont être caractérisées par l'ingestion d'une grande quantité de nourriture comparée à ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait manger à un temps donné et associé à un sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire. Donc, la personne n'est pas capable de s'arrêter une fois commencé, n'est pas capable de prévenir l'épisode d'arrivée. Donc, les accès hyperphagiques en pré-chirurgie est le deuxième trouble le plus prévalent parmi les candidats à la chirurgie bariatrique, suivant des épisodes de dépression majeure. Donc, ils sont quand même très présents, très importants. Là, je vous parle en plus des accès hyperphagiques de ce concept de loss of control eating, donc les pertes de contrôle, qu'on va définir comme l'expérience d'une incapacité à autoréguler ses propres comportements alimentaires indépendamment de la quantité ingérée. En post-chirurgie, comme vous avez vu avec Alicia, la quantité de nourriture possible à ingérer est grandement réduite par le caractère restrictif de la chirurgie. Donc, l'estomac est modifié, ce qui fait en sorte que la quantité de nourriture possible à ingérer est beaucoup réduite. Les patients vont souffrir alors davantage de perte de contrôle, de loss of control eating et de crise de boulimie qu'on va dire subjective. Alors, la perte de contrôle va être présente, mais la quantité de nourriture ingérée ne sera pas aussi grande qu'elle aurait pu l'être avant la chirurgie ou chez monsieur, madame, tout le monde, par exemple. Les patients les plus à risque de faire l'expérience de ces pertes de contrôle seraient ceux qui souffraient d'accès hyperphagique en pré-chirurgie. Donc, on peut voir cette espèce de modification où est-ce que avant la chirurgie, il était possible d'avoir un trouble d'accès hyperphagique et en post-chirurgie, la forme pourrait prendre davantage celle d'une perte de contrôle ou d'une loss of control eating. Et là, c'est la même chose pour le grignotage. Donc, je vous parle aussi de ce phénomène qu'on décrit comme une consommation répétée et non planifiée de petites quantités de nourriture sans égard aux signaux de faim ou de satiété. Il y a des épisodes de grignotage qui vont être beaucoup plus à caractère compulsif, d'autres qui vont être beaucoup plus délibérés, volontaires et donc à caractère non compulsif. C'est un comportement alimentaire problématique. C'est le comportement alimentaire problématique, en fait, le plus fréquent en post-chirurgie. Et certains patients vont développer ce nouveau comportement alimentaire problématique en post-chirurgie, mais les plus à risque sont ceux qui présentaient des pertes de contrôle en pré-chirurgie. Donc, à partir du moment où il y a cette espèce de sentiment de perte de contrôle qui était là avant, peut-être que la quantité va être petite en post-chirurgie, mais il y a du grignotage compulsif ou non qui va pouvoir s'installer par après. On parle dans la littérature vraiment de cette espèce de possibilité que ce soit une variante potentielle des accès hyperphagiques en post-chirurgie. Et comme vous pouvez vous douter, ben, ces présentations-là, soit les pertes de contrôle ou le grignotage en post-chirurgie, dans la littérature, semblent associées à de moins bons résultats au plan pondéral. C'est-à-dire que les gens, ils vont soit perdre moins de poids, ou ils vont reperdre plus de poids, ou ils vont le reperdre plus rapidement. Donc, pour ce qui est des accès hyperphagiques, je vous parle de considérations spéciales dans leur évaluation en post-chirurgie, parce que croyez-moi, ils sont là.
Par contre, ils peuvent prendre d'autres formes. Donc, il est important d'évaluer la survenue de perte de contrôle, loss of control eating, et de les inclure en plus des crises de boulimie subjectives et objectives durant la période post-chirurgie. Et au lieu d'inclure la quantité de nourriture à proprement parlant, comme on le ferait dans une présentation typique des accès hyperphagiques, donc cette quantité plus large que la majorité des gens mangeraient en un temps donné. Il importe de considérer le type de chirurgie. Donc, c'est sûr que s'il y a une chirurgie de restriction, la quantité de nourriture va être impactée. Et le temps écoulé depuis la chirurgie. Parce que c'est sûr que si la personne a eu la chirurgie il y a 6 mois, par exemple, l'estomac va être encore très réduit, encore en train de se réparer, versus quelqu'un qui a eu la chirurgie il y a 5 ans, par exemple, où là, l'estomac a eu le temps peut-être de s'élargir et donc permettre une quantité supplémentaire de nourriture à être ingérée. Donc, on veut considérer le type de chirurgie et le temps écoulé depuis la chirurgie afin de mieux évaluer l'ampleur de la quantité de nourriture ingérée et de déterminer, voir si ça pourrait constituer un trouble des accès hyperphagiques sous-clinique ou atypique, qu'on nommera en post-chirurgie. On vous parle maintenant de la boulimie. Donc, encore une fois, je vous donne une brève description. S'il y a quoi que ce soit, on pourra en parler davantage dans la période de questions. On parle de survenue récurrente d'accès hyperphagique ou de crise de boulimie objective et de comportements compensatoires visant à prévenir la prise de poids. Par exemple, des vomissements provoqués, du jeûne, de l'exercice excessif, la prise de laxatifs, etc. Donc, ici, vous voyez que c'est la grande distinction entre un trouble des accès hyperphagiques et un trouble de boulimie. Dans les deux cas, il y aura crise de boulimie objective, mais dans le trouble des accès hyperphagiques, aucun comportement compensatoire et dans la boulimie, présence de comportement compensatoire. Donc, la boulimie durant la période pré-chirurgie, on estime à peu près dans la littérature qu'il serait présente chez environ 3% des candidats à la chirurgie bariatrique. On peut par contre avoir l'hypothèse ou le soupçon qu'il y en aurait plus que 3%, principalement en raison du fait que les candidats en attente d'une chirurgie bariatrique pourraient cacher la présence de ces symptômes ou pourraient les amoindrir par peur d'être refusés d'être opérés. Donc, en pré-chirurgie, on pose beaucoup de questions, il y a une grande évaluation. On pourrait se douter que les gens qui ont des comportements alimentaires problématiques les divulguent dans certains cas et peut-être les amoindrissent dans d'autres cas. Donc, un 3%, mais avec une certaine réserve. Pour ce qui est de la boulimie durant la période post-chirurgie, donc la prévalence, encore une fois, est inconnue, est très difficile à évaluer. Donc, je vous ramène à ce avec quoi j'ai commencé la section, hein. On a de la misère avec nos instruments, on a de la misère avec l'hétérogénéité dans la littérature. Donc, malheureusement, c'est une prévalence qui est inconnue. Il est cependant pensé que la boulimie en pré-chirurgie, encore une fois, vous allez voir le lien aussi autour des accès hyperphagiques, mais pourrait être associé à plus de loss of control eating, donc plus de perte de contrôle et de vomissements volontaires en post-chirurgie. Donc, on n'aura pas une présentation typique de la boulimie en post-chirurgie. Par contre, on va avoir des indices plutôt marquants, à savoir que il existe une relation troublée à la nourriture, il existe quelque chose de l'ordre s'apparentant à la boulimie avec des vomissements volontaires et des pertes de contrôle au niveau de la nourriture. Encore une fois, je vous parle de considérations spéciales dans le cas de la boulimie en termes d'évaluation post-chirurgie. Donc, comme les vomissements peuvent survenir de façon plus régulière dans la période post-chirurgie, il est important de bien évaluer le comportement avant de déterminer la raison pour laquelle il prend place et le but recherché. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'au niveau de la restriction de l'estomac, par exemple dans une gastrectomie pariétale ou la sleeve, euh, surtout dans les débuts, ce que les gens rapportent beaucoup, c'est que non seulement l'estomac est meurtri, mais les signaux de satiété sont très, très forts, très puissants. Donc, les gens, ils vont dire que même parfois, une seule bouchée de trop va provoquer un vomissement. C'est comme si l'estomac est très, très réactif. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est un phénomène qui est rapporté par les patients qui ont eu une chirurgie bariatrique. C'est sûr qu'il y a des vomissements qui vont arriver parce qu'on a pris une bouchée de trop ou, tu sais, parfois aussi, ce qui va arriver, c'est que les gens sont tellement pleins rapidement, c'est très inconfortable. Une fois de temps en temps, vont provoquer un vomissement vraiment pour comme soulager l'inconfort post-chirurgie. Donc ça, ce sont des comportements, des vomissements qu'on ne va pas nécessairement compter comme un comportement compensatoire.
dans le sens où il n'est pas fait dans le but de contrôler le poids et la silhouette, il n'est pas fait dans le but de compenser ce que la personne aurait pu percevoir comme un excès. Donc, ça va être très, très, très important de faire la nuance. Puis tantôt, quand je vous disais que nos instruments pour l'instant, n'ont pas cette sensibilité-là pour faire la nuance, ben c'est un peu ça. C'est difficile d'évaluer. Bon, il y a la présence de vomissement. OK, la personne le rapporte dans le questionnaire, mais encore là, le but recherché, c'était quoi? Pour quelles raisons? Dans quel contexte? À quelle fréquence? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à considérer. L'anorexie mentale. Et là, vous allez voir, ma section est quand même un petit peu plus longue, dans le sens où c'est un bout un petit peu plus tricky en post-chirurgie. Ici, quand on parle d'anorexie mentale, on parle de restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins, menant à un poids significativement bas, associé à une peur intense de grossir et à une perception corporelle altérée. Là, je veux juste être sûre que tout est correct parce que je vous vois pas. C'est bon, rien à déclarer. Parfait. Je suis allée voir mon Zoom juste pour être sûre que tout le monde était là. Donc voilà pour l'anorexie mentale, la petite définition qu'on se donne avant de partir de notre section. Donc, l'anorexie mentale durant la période pré-chirurgie, bon, si vous avez vu la description avec un poids significativement bas, pas assez d'apport, vous vous douterez bien que l'anorexie mentale est relativement absente chez les candidats à la chirurgie bariatrique, compte tenu du fait qu'on se rappelle des critères d'admissibilité, qui était quand même un IMC qui correspond là à une obésité de type sévère ou euh, avec comorbidité. Donc, bien sûr que l'anorexie mentale typique en soi est absente en pré-chirurgie. Par contre, on voit un historique qui implique un diagnostic d'anorexie mentale à un certain moment dans la vie des gens ou quelque chose qui aurait pu s'apparenter dans la vie des gens. Euh, Ça, on voit ça fréquemment rapporté chez les candidats en chirurgie bariatrique. Fait qu'on a une prévalence de 0, mais on a des gens qui ont déjà quand même été possiblement affectés par ce trouble-là dans leur historique. Donc, c'est important de le prendre en considération. L'anorexie mentale en post-chirurgie, par contre, c'est une présentation fréquente dans la période post-chirurgie, dans la population post-chirurgie bariatrique. On a une perte de poids significative, une grande peur de prendre du poids, une restriction alimentaire et cognitive et des perceptions altérées du poids et du corps. Donc, ces éléments-là, sachez que c'est fréquent durant la période post-chirurgie qu'on va les voir et c'est des éléments qui ressemblent beaucoup à l'anorexie mentale. Et il y a plusieurs déclencheurs potentiels pour ça. Une perte de poids rapide suivie de plateaux, hein, donc Alicia vous parlait des plateaux. Les gens qui ne savent pas que c'est une possibilité pourraient très facilement paniquer en voyant la perte de poids et le poids stagner après, je ne sais pas, quelques semaines, 2 mois post-chirurgie. Euh, les déclencheurs potentiels aussi, de la restriction et du contrôle qui sont inhérentes aux recommandations post-chirurgicales. Dans cette idée, puis on va en reparler juste un petit peu plus tard dans la même section, mais dans cette idée où c'est sûr qu'en post-chirurgie, les quantités ingérées sont restreintes. On demande aux gens de faire un effort très conscient de retrouver leurs signaux de faim, leurs signaux de rassasiement, de ne pas manger plus que le rassasiement, de ne manger que lorsqu'ils ont faim. Donc, vous voyez que on amène les gens à réfléchir beaucoup à leur alimentation, à pas être trop, à faire attention, à pas réélargir leur estomac. Donc, vous pouvez vous douter que la restriction et le contrôle ben, deviennent inhérents à la période post-chirurgie. Un autre déclencheur potentiel aussi d'une présentation plus d'anorexie mentale est le focus sur les comportements alimentaires et le poids. Bien sûr, les gens ils vont à leur rendez-vous post-chirurgie et de toute évidence, ils sont à l'hôpital, ils sont avec les chirurgiens, on va les peser, on va calculer le pourcentage de poids en excès perdu, on va leur demander comment se passe leur alimentation, ils vont rencontrer les nutritionnistes pour être sûr qu'ils ont assez d'apports nutritionnels, on va les amener à focuser sur les protéines qui sont très importants. Tout ça est très important dans le corps médical et post-chirurgie. Mais pour une personne qui a un historique d'anorexie mentale, par exemple, ou qui a un historique de troubles alimentaires X ou Y, ça peut constituer des déclencheurs potentiels. Et là, je suis pas en train de dire de ne pas parler de ça aux gens en post-chirurgie, ça fait partie de la game, c'est bien correct. Je suis juste en train d'amener votre conscience ou d'amener cette sensibilisation vers des déclencheurs potentiels d'un TCA en post-chirurgie.
Donc, plusieurs considérations spéciales pour l'anorexie mentale en post-chirurgie. Puis là, de plus en plus, si vous êtes un peu plus au fait là, de ce domaine de TCA, on parle de plus en plus d'anorexie atypique. Il y a eu des présentations, je sais, en tout cas l'année passée, dans le cadre de la semaine des troubles alimentaires, sur cette idée d'anorexie atypique, où tout serait présent, à l'exception de quelques critères un petit peu plus spécifiques. Euh, mais la détresse pourrait être tout autant la même et le trouble tout autant présent. Donc, le critère A de l'anorexie mentale, donc le premier critère, est en lien avec la restriction alimentaire qui mènerait à un poids significativement bas. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a plusieurs éléments qui font partie des recommandations post-chirurgicales. Par exemple, des petites portions, une structure bien stricte pour être sûr d'avoir assez à manger. Le fait de couper les aliments en petits morceaux parce qu'on invite les gens à mastiquer, on invite les gens à prendre leur temps à manger, on invite les gens à peser parfois leurs aliments, on invite les gens à avoir tous ces comportements-là qui s'assurent que les gens respectent leurs signaux de rassasiement, s'assurent de respecter leur nouvel estomac. Euh, mais c'est sûr que quand on est face à ça, il faut se demander, est-ce qu'on est dans quelqu'un qui adhère et fait un effort au niveau des recommandations post-chirurgicales ou on est dans quelqu'un qui présente des préoccupations excessives comparées à ce qu'on pourrait demander en recommandation post-chirurgicale? Fait que j'attire votre attention dans le fait de savoir que ben, ces choses-là peuvent être normales en post-chirurgie. Il faut vraiment prendre le temps de se reculer et de se demander, c'est à quel but, c'est à quelle fin rechercher, et on est-tu dans quelqu'un qui, on est-tu chez quelqu'un qui pourrait montrer beaucoup de détresse, de souffrance par rapport à ce qu'on observe. Pour ce qui est de restrictions aussi, on va parler de restrictions imposées et non obligatoires suite à la chirurgie. Fait que c'est sûr que la portion que la personne va prendre avec le petit estomac va être relativement restreint comparé à monsieur, madame, tout le monde. En même temps, est-ce que la personne mange à sa faim? Est-ce que la personne mange à chaque fois qu'elle a faim? Est-ce que la personne répond à ses besoins énergétiques? Si oui, on n'est pas dans de la restriction imposée. On va être dans de la restriction imposée quand la personne ne respecte pas les besoins de son corps et vraiment aurait faim, par exemple, mais ne se permet pas de manger afin de se restreindre. Et encore une fois, vous pouvez vous douter que la présence d'un poids significativement bas devrait être évaluée avec des astérix ici en post-chirurgie. Donc, on devrait l'évaluer selon l'historique de la personne, selon la perte de poids attendue, selon les différents types de chirurgie. Donc, c'est sûr que les gens qui tendent à se diriger vers la limite minimale de ce qui est attendu ou maximale, là, ça dépend comment on le voit, mais les gens qui vont perdre euh, par exemple, le range, c'est entre, je sais pas, 45 et 60 de poids en excès. Les gens qui sont à 60, 65, 70, ben, on peut quand même se poser une question puis aller faire attention à leur poids et ce qui est en train de se passer avec leur poids. Et peu importe le poids, en fait, sous certaines conditions, le poids pourrait correspondre au critère A de l'anorexie. Ça va faire la différence entre une anorexie, par exemple, typique et atypique. Donc, si le poids est réellement significativement bas, en bas de tel IMC, on serait plus dans une anorexie typique. Par contre, si le reste de tous les critères sont là et le poids ne correspond pas aux critères d'IMC, mais on voit quand même que selon l'historique, le type de chirurgie, les préoccupations, la restriction imposée, etc., il se passe quelque chose, le poids pourrait correspondre à ce critère A. Pour ce qui est du critère B, donc on parle d'une peur intense de reprendre du poids, une peur excessive de reprendre du poids, ben, je vais vous dire que la peur de reprendre du poids dans la période post-chirurgie est tout à fait normale. Il faut comprendre qu'on a des gens qui ont souffert pour la majorité de ce poids en excès, autant au niveau de l'hygiène de vie que de la mobilité, de tout ce que vous voudrez. Donc, il y a une raison pour laquelle les gens se sont tournés vers la chirurgie bariatrique pour remédier à ce poids qui était en excès, si on veut. Donc, c'est sûr que les personnes qui ont goûté à ça et qui goûtent maintenant à une nouvelle réalité post-chirurgie ont peur de retourner où ils étaient, ont peur de reprendre du poids. Donc, il y a quelque chose de tout à fait normal avec ça. Euh, la clé, c'est vraiment au niveau des comportements qui viseraient un contrôle extrême du poids. Donc, quand la peur vient qu'à faire X ou Y aux gens, vient qu'à faire en sorte qu'ils n'arrivent plus à prendre soin d'eux, de leur corps de façon adéquate au niveau des besoins énergétiques, bien, là, on peut avoir un petit peu la puce à l'oreille à l'idée qu'on pourrait être dans une présentation d'anorexie mentale atypique.
Et le critère C, qui est tout ce qui est altération de la perception du corps, de la silhouette, du poids, etc. Mais encore une fois, comme vous l'avez vu avec Alicia, les préoccupations corporelles et pondérales sont tout à fait normales durant la période post-chirurgie. Il faut comprendre qu'une chirurgie bariatrique est un immense changement, non seulement sur le corps, mais sur le psychique, sur l'affectif, sur le relationnel, sur l'identitaire. Donc, une chirurgie bariatrique qui fait perdre du poids de façon relativement drastique en peu de temps est un immense changement. Le corps change dans la majorité des cas pour le mieux, mais c'est sûr que ces changements-là et les préoccupations qui pourraient venir avec sont tout à fait normales. Donc ça, il faut le savoir. La clé, encore une fois, au niveau du critère C, ce serait le statut nutritionnel et le refus de reconnaître la gravité. Donc, une personne qui continue à perdre du poids, continue à perdre du poids, continue à perdre du poids, continue à ne pas se voir dans ce nouveau corps et à ne pas réaliser que là, ça commence à être beaucoup, que c'est pas nécessairement dans le meilleur intérêt de son corps, de sa santé, d'en perdre autant que ça, pourrait nous mettre la puce à l'oreille, encore une fois, d'une présentation typique ou atypique d'anorexie mentale. Donc, en résumé, si je vous parle de mon message par rapport à les TCA en pré, mais surtout en post-chirurgie, c'est que la forme que l'alimentation prend en pré-chirurgie peut différer de la forme qu'elle prendra en post-chirurgie en raison de l'intervention, principalement en raison des limitations physiques imposées par l'intervention. Mais chose certaine, c'est que la relation d'une personne à la nourriture va se maintenir du pré au poste si elle n'est pas travaillée. Et les gens dans nos bureaux nous disent beaucoup, on m'opère l'estomac, on m'opère pas la tête. Donc, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur corps, mais qui malheureusement a peut-être pas suivi au niveau de leur tête. Et bien sûr, c'est là que le CPA entre en ligne de compte, c'est là que les différents professionnels de la santé entrent en ligne de compte. Mais chose sûre, mon message est que si la relation troublée à la nourriture était là avant, elle va être là après. Elle sera pas là pareil, par exemple. Et ça, j'espère que je vous l'ai fait bien comprendre dans la dernière section. Et juste pour appuyer mon point un peu, on vous a mis un tableau que je trouve quand même vraiment très intéressant. Donc, si on regarde la prévalence des accès hyperphagiques pré-post, ça descend. Les pertes de contrôle, loss of control eating, pré-post, ça descend aussi un petit peu. Mais si vous regardez au niveau du grignotage, qui augmente de façon relativement significative de la période pré à la période post. Et là, ça, c'est juste un exemple au niveau des accès hyperphagiques, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il y a bien des affaires qui baissent, mais il y a quelque chose qui monte. Donc, c'est possible que les gens en pré-chirurgie qui avaient ce trouble-là se ramassent avec du grignotage compulsif ou non compulsif en post-chirurgie. Mais on voit bien que la relation demeure et il y a quelque chose qui va réémerger à un point ou à un autre. Et c'est un peu la même chose pour l'anorexie mentale, des gens qui vont avoir un historique avec tous les déclencheurs, avec tout ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment travaillé, ou peut-être qui gagnerait à être retravaillé, bien, il y a quelque chose qui va revenir en post-chirurgie. Et enfin, je vous parle un petit peu de l'intervention en contexte bariatrique. Et là, je m'adresse vraiment pas juste aux professionnels de la santé. S'il y en a parmi nous qui ont eu une chirurgie bariatrique, ou même qui sont en attente d'une chirurgie bariatrique, je crois que vous pouvez profiter de ces idées-là qu'on va vous partager dans la prochaine section. Donc, comme Alicia vous disait, le retour vers une alimentation intuitive, et quand on parle d'une alimentation intuitive, on parle d'une alimentation qui va être vraiment le plus possible, 80-20, on ne veut pas une alimentation parfaite, mais une alimentation qui va être le plus possible dans le respect de nos signaux de faim et nos signaux de rassasiement. Donc, on mange quand notre corps a faim, réellement faim physiquement, et on s'arrête quand notre corps n'a plus faim. Et donc, on lui donne tout ce dont il a besoin, pas plus, pas moins. Donc, le retour vers une alimentation intuitive est le meilleur outil pour assurer le maintien de la perte de poids durant la période post-chirurgie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la période post-chirurgie, dans ce qu'on va appeler la lune de miel, donc dans les mois qui suivent, les gens rapportent beaucoup que les signaux de faim et de rassasiement sont très clairs. Donc, si vous les avez perdus depuis 30, 40 ans, peu importe, vous avez un beau tremplin. Vous avez une super fenêtre, une très grande chance de les retrouver et de vous les réapproprier dans cette belle période où ils sont de plus en plus clairs. Et quelqu'un qui va saisir ce tremplin, continuer à manger de façon relativement intuitive, peut rider sur un beau succès jusqu'à la fin de ses jours.
Par contre, tous les obstacles à ce retour vers une alimentation intuitive seraient idéalement travaillés, que ce soit dans le cadre d'un suivi nutritionnel ou d'un suivi psychosocial. Et là, quand on parle d'obstacles à ce retour, évidemment, on parle de tout ce qui est TCA, alimentation émotionnelle, craving, dépendance alimentaire, tous ces autres comportements alimentaires problématiques-là. Mais bien sûr qu'un TCA va faire obstacle à une alimentation intuitive. Les objectifs possibles. Ah, j'ai quelque chose qui vient d'arriver. Euh, Est-ce que c'est correct si j'y réponds à la toute fin? Peut-être tantôt. Oui, ok, parfait. Peut-être tantôt juste lever la main puis comme me le dire de vive voix, puis avec plaisir, je vais répondre à tout ça. Il me reste quelques diapositives, fait qu'on va être en plein dans les temps. Il y aura en masse de questions en masse de temps pour les questions. Euh, donc, pour ce qui est des objectifs possibles. L'objectif n'est pas d'en arriver à avoir une alimentation parfaite en tout temps, puis ça, c'est vraiment, 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 vraiment pas le cas, parce que là, on met beaucoup de pression, puis beaucoup de stress, puis là, on risque de virer dans quelque chose d'autre. Je vous donne quelques exemples d'objectifs qu'on pourrait se fixer, et ça, c'est autant en pré qu'en post, autant pour les professionnels de la santé que pour les personnes qui ont eu une chirurgie bariatrique ou qui sont en attente d'une chirurgie bariatrique. Donc, prendre conscience des déclencheurs et des situations à risque. Par exemple, si vous vous rendez compte ou si vous vous rendez compte que votre patient, votre client mange alors qu'il n'y a pas de faim physique, mange alors qu'ils ont dépassé le signal de rassasiement. Ben, ça vaut la peine de s'arrêter et de se demander, qu'est-ce qui fait que dans tel contexte, je me tourne vers la nourriture alors que j'ai pas faim? Qu'est-ce qui fait que dans tel contexte, j'ai des débordements alimentaires? Qu'est-ce qui fait que quand je suis au travail, je vais toujours grignoter? Donc, c'est important de prendre le temps de se reculer et de prendre conscience des déclencheurs et des situations à risque euh, pour tout ce qui est comportement alimentaire problématique ou même restriction. Qu'est-ce qui fait que dans tel contexte, je me restreins jusqu'à plus écouter les signaux de mon corps? Reprendre contact avec son corps et ses signaux. Et là, je vous parle de faim, de rassasiement, mais en tout cas, ici au CEPIA, notre approche, c'est que tous les signaux du corps sont bons à retrouver. Émotion, douleur, besoin, limite, envie, faim, rassasiement, tout ce qui vient du corps. Donc, cette idée de vraiment refaire équipe avec son corps est toujours un outil gagnant en post-chirurgie. Donc, si vous avez perdu contact avec vos signaux depuis belle lurette, c'est intéressant surtout à l'aide d'un suivi nutritionnel, bien sûr, c'est intéressant de travailler à retrouver tout ça. Trouver d'autres sources de plaisir ou de récompense que la nourriture. Donc, on sait que souvent la nourriture va être utilisée pour combler un besoin autre que physique, du moins quand les gens sont dans les accès hyperphagiques, par exemple, ou le subcontrol eating, ou dans le grignotage, ou quand les gens vont consommer à l'extérieur de la faim physique. Donc, c'est important de se demander, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir ou qu'est-ce que je peux utiliser d'autre pour me stimuler ou pour me récompenser, des choses comme ça. Donc, à partir du moment où vous utilisez, où vous identifiez les besoins répondus par la nourriture, vous pouvez commencer à chercher d'autres façons de répondre à ces besoins-là et trouver des stratégies alternatives à la nourriture pour gérer les émotions ou prendre soin de soi. Donc, tout ce qui est alimentation émotionnelle qui est souvent présent dans les accès hyperphagiques. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ma colère, ma tristesse, mon ennui, ma solitude, des choses comme ça. Donc, déjà d'identifier en premier les émotions qui nous habitent. En deuxième, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que manger. C'est toujours des bons objectifs à se fixer. Et ici, je vous mets juste des petites lignes directrices, donc qui viennent vraiment du CEPIA, si on veut. Attention, on recommande de consulter lorsque vous remarquez ces comportements, parce que c'est pas vrai que tout le monde en post-chirurgie va avoir besoin de consulter, ni en pré-chirurgie. Par contre, si vous vous rendez compte qu'il y a une peur constante de prendre du poids, une obsession, quelque chose qui fait en sorte que vraiment ça l'amène de la souffrance, ça l'amène beaucoup de détresse, ça serait une bonne idée d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Des préoccupations excessives à l'égard de la nourriture. Des fois, les gens vont me dire, le garde-manger m'appelle, c'est plus fort que moi. Ça me parle beaucoup. Il y a quelque chose qui est très puissant, il y a de l'urgence, des choses comme ça. Donc, c'est toujours une bonne idée aussi d'aller voir ce qui se passe. La présence de restrictions qui engendreraient des obsessions et ou des débordements alimentaires, parce qu'on sait que la restriction aussi peut engendrer un effet rebond, où les gens se sont restreints, 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 puis finalement, quand l'élastique lâche, ça déborde. Donc, c'est sûr que si vous faites l'expérience de ça, c'est une bonne idée de consulter des envies de plus en plus intenses de manger, des cravings qui sont là souvent, qui tirent fort, un sentiment de perte de contrôle en mangeant qui est toujours souffrant.
Donc, c'est une bonne idée de venir s'en occuper. Ou une consommation de nourriture majoritairement sans faim physique ou après le rassasiement. Donc, c'est jamais nécessairement intéressant de manger au-delà ou outre notre corps. Donc, si jamais vous vous rendez compte que ça vous arrive ou vous voyez ça chez un client, chez un patient, toujours une bonne idée de venir consulter. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que on avait à vous dire aujourd'hui. On est pile dans les temps. On a travaillé très fort pour essayer d'arriver pile dans les temps. Je vais juste, là, je vois personne. Je vais essayer d'aller chercher mon Zoom. Parfait. Donc, ça pourrait être la période de questions. Je crois qu'Alicia va nous quitter parce qu'elle a d'autres obligations. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Donc, on pourrait y aller avec la période de questions. Je peux reprendre la question de Karine Paiement qui demandait concernant l'alimentation intuitive, est-ce qu'il y a des études qui appuient cette approche auprès de la clientèle post-chirurgie bariatrique? C'est sûr que moi, je suis psychologue. Donc, un petit peu. Là, vous voyez tout mon écran, hein? Je pense que je pourrais arrêter mon partage. Puis je pourrais vous grossir. Ah, parfait. Donc, moi, je suis psychologue. Ce qui veut dire que comme des articles en nutrition, puis des ouvrages en nutrition, c'est moins mon truc. Fait que j'ai pas de référence à donner malheureusement, puis j'ai pas d'appui de littérature à fournir. Par contre, j'ai mon expérience clinique. Donc, je dirais que comme dans... puis j'ai mon expérience clinique, j'ai aussi côtoyé les nutritionnistes à l'UCPQ où est-ce qu'on fait aussi la majorité des chirurgies bariatriques là, au niveau du Québec et ses alentours. Et c'est sûr que c'est dur de prêcher contre une alimentation intuitive dans cette idée où comme tant et aussi longtemps que la personne suit son corps en post-chirurgie, les réussites sont exceptionnelles. Et c'est vraiment une chirurgie qui va changer la vie des gens euh, quand justement il n'y a pas de troubles alimentaires ou il n'y a pas de TCA qui vont se développer ou de préoccupations excessives qui vont venir ou au niveau de l'image corporelle ou de l'alimentation. Fait que j'ai pas d'ouvrage qui appuie tout ça. Je pourrais me renseigner, par exemple. C'est quelque chose que je pourrais faire parce que je sais que notre nutritionniste ici travaille dans une approche d'alimentation intuitive et voit tous nos patients de chirurgie bariatrique. Et pour avoir fait l'expérience de tout ça, je sais que c'est vraiment toujours gagnant là, d'avoir cette approche-là. Ah ben, si je peux compléter ma question, Oui, justement, tu sais, nous aussi, nous, on est nutritionnistes, puis on voit que cette approche-là elle a des effets bénéfiques, oui. mais justement, des fois, les patients arrivent avec des idées préconçues qui peuvent leur avoir été partagées par médecins, infirmières, excusez, j'ai un petit bébé à côté qui veut participer. Mais oui, Florence, qu'est-ce que t'en dis, toi? Il faut manger intuitivement, faut écouter ses signaux. Donc, c'est ça, je me demandais si vous aviez des références, des fois, ça peut aider à donner un petit peu de poids dans nos recommandations aussi. Oui, bien sûr. Puis, tu sais, dans le post-chirurgie, il y a toute cette idée d'aliment plaisir qu'on va essayer de comme restreindre. Puis je suis d'accord, puis je comprends leur approche, puis je comprends pourquoi ils parlent de ça, puis je comprends pourquoi ils font ça. Dans mon bureau, souvent, je vais essayer de revoir tout, ben, en tout cas, la nutritionniste, mais tu sais, j'en fais un petit bout aussi des fois, juste d'essayer d'élargir les perceptions, tu sais, d'aller revoir, mais qu'est-ce qui est réellement un aliment plaisir? Pourquoi est-ce qu'on... D'y aller d'un petit peu plus personnalisé, de qu'est-ce qui est un aliment plaisir pour toi? Quand est-ce que tu le consommes? Qu'est-ce qui fait qu'on le limiterait? Est-ce qu'on peut l'inclure dans le dessert, par exemple? Est-ce que ça peut faire partie d'un repas équilibré, d'avoir un dessert, cette idée de plateau de cafétéria? Donc, moi, je dirais juste d'aller retravailler toutes ces perceptions-là, d'aller voir un peu au service de quoi. Est-ce que ça rend service? Est-ce que ça rend pas service? Parce que s'il y a de la restriction, par exemple, la personne finit par déborder, ben c'est sûr que c'est d'aller voir si on peut pas faire le lien et de montrer à la personne que ben, peut-être d'être très strict au niveau de X ou Y, ben ça rend pas service au final. C'est sûr que si moi, je suis pour éviter un TCA en étant un petit peu plus libéral avec l'alimentation, mais personnellement, moi, dans mon bureau, je suis all-in pour ça, là. C'est de faire attention aussi à l'historique. Tu sais, quand il y a un historique de TCA ou un TCA en développement post-chirurgie, on peut pas avoir exactement la même approche que monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas cet historique-là, puis qui peut, oui, oui, fonctionner à deux ou trois aliments plaisirs, puis ça va être bien correct dans leur semaine, tu sais. Si jamais, je sais pas s'il y a mon adresse courriel en quelque part, je pourrais la laisser. Si jamais tu veux m'écrire, je fouillerai, je demanderai, voir s'il y a des références à droite puis à gauche, qu'est-ce que je suis capable de trouver.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Tu sais, je vais le mettre ici dans le chat. Mon adresse est dans le chat. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vois ici, juste dommage que la liste d'attente chez vous soit si longue. Effectivement, notre liste d'attente est très longue. On n'est pas beaucoup de psychologues à travailler dans ce domaine. On travaille très, 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 très fort. On est tous à notre limite. On essaie de recruter aussi plus de gens chez nous pour essayer d'améliorer l'accès aux services. C'est pas quelque chose qui est évident. Est-ce que j'ai d'autres questions des gens qui sont encore là? Ça peut être par écrit ou ça peut être à l'oral. Aussi, ce qu'il faut comprendre avec notre liste d'attente, c'est que quand les gens nous arrivent avec des TCA, surtout dans un contexte de chirurgie bariatrique, c'est rare que la relation de la personne à la nourriture est installée depuis 3 4 ans. Donc, on va travailler une relation à la nourriture qui est souvent installée depuis l'enfance. Et donc, vous pouvez vous douter que c'est pas en quelques mois ou en quelques rencontres qu'on arrive à aller au bout des choses. Donc, souvent, on a une approche qui fait en sorte que euh, on garde les gens en suivi relativement longtemps pour vraiment aller jusqu'au bout de ce qui leur arrive et maximiser les chances de résultats à long terme. Donc, c'est ce qui fait aussi que notre liste d'attente devient très, très grande. J'attends encore quelques secondes, voir s'il y a quelques questions. Sinon, je pourrais mettre fin à notre présentation pour ce midi. Super, j'ai des beaux commentaires positifs dans le chat. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à tous d'avoir été là. J'espère que ça a répondu à vos attentes. On avait un titre relativement flou. J'espère que ça a donné de l'information. J'espère que vous avez eu un petit peu plus accès à nos têtes de psychologues ici au CEPIA. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, euh, j'ai mis mon adresse là, mon adresse courriel dans le chat. Et sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vais mettre fin à notre belle conférence de ce midi.